Beste collega's, chers collègues, dames et heren, mesdames et messieurs, l'Association belge des hôpitaux m'a demandé de venir parler sur ces problématiques du nombre de lits aigus en Belgique. Et donc je vais essayer de vous communiquer un petit peu notre façon de voir en tant que gestionnaire hospitalier. Alors comme Jean Hermès, je suis économiste et donc je vais utiliser des chiffres. Mais vous allez peut-être voir qu'aux chiffres, on fait parfois dire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est bien la caractéristique première des économistes, c'est surtout de ne pas être d'accord entre eux. En 2012, la Belgique comptait 44 408 lits consacrés aux soins aigus, soit un chiffre, et on ne va pas se disputer sur un centième, de 3,99 lits de ce type pour 1000 habitants, chiffre donné par l'OCDE. Si on regarde un petit peu pour l'ensemble des pays de l'OCDE, on était à une moyenne de 3,41 lits pour la même année. Et donc vous voyez qu'effectivement la Belgique se situe un petit peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE en termes de lits par habitant. Toutefois, les différences sont énormes et gigantesques de pays à pays, puisqu'on a des variations qui vont de près de 8 lits par 1000 habitants au Japon contre à peu près 1,5 lit par 1000 habitants au Mexique. Question évidemment qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par lit? Et quand on examine d'un petit peu plus près les définitions qui sont données dans chacun de ces pays, on s'aperçoit qu'il y a des très grandes variabilités. Donc là aussi, le contenu même de la comparaison interpelle. Au niveau des pays limitrophes de la Belgique, on peut estimer peut-être que la notion même comparée est assez semblable. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, la France, ce nombre était de 4,01 lits en moyenne en 2012. Et donc nous sommes tout à fait dans la moyenne de nos voisins proches. Alors effectivement, certains acteurs, Jean Hermès en particulier, mais d'autres, ont fait référence comme quoi on pouvait réduire entre 10 000 et 15 000 lits d'hôpitaux en Belgique dans les prochaines années. Alors nous nous sommes posé la question au niveau de Santéa, sur quoi reposaient ces chiffres, comment est-ce qu'on y était arrivé, qu'en est-il réellement, et surtout quelle est la base scientifique d'une telle affirmation, parce qu'il faudrait un petit peu regarder de près comment est-ce qu'on peut arriver à de telles conclusions. Alors, en Belgique, nous connaissons un système de financement des lits hospitaliers et du fonctionnement des hôpitaux qui est basé sur une notion dite de lit justifié, à comparer avec les lits physiques réels agréés par les différentes autorités fédérées. Et donc, on avait en 2015 un montant total, un nombre total de 44 124 lits agréés en Belgique. Vous avez la répartition sur le graphique entre les différentes sortes de lits, les lits de chirurgie et de médecine, les lits pédiatrie, les lits gériatrie, les lits de maternité et les lits de néonatologie intensive, qui sont les lits pour lesquels on a ce système de calcul de justification. Le nombre de lits agréés pour la même année était de 39 771 pour les mêmes indices de lits. Donc en 2015, il y avait exactement 4 353 lits agréés, non justifiés. Vous voyez qu'on est loin des 10 000 cités. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par un lit non justifié. Ce n'est pas parce qu'un lit n'est pas justifié que c'est nécessairement un lit vide. Nous avons tous des personnes âgées ou d'autres patients qui séjournent dans nos lits hospitaliers pour des durées de séjour plus longues que la justification. La justification n'est jamais qu'une moyenne de séjour national par pathologie. Et donc, où allons-nous mettre ces patients qui restent plus longtemps dans nos lits? Alors, si nous diminuons notre nombre de lits disponibles, c'est-à-dire notre nombre de lits physiques. Nous savons tous, gestionnaires hospitaliers, qu'à certaines périodes de l'année, les hôpitaux sont pleins à plus de 100%. On a des patients qui traînent dans les couloirs, qui restent dans les salles d'urgence 24, 48 heures, voire plus, lors des épidémies de grippe ou autres. Et à contrario, à certaines périodes de l'année, en été, au mois d'août, on a des services entiers qui sont fermés parce qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de patients, ils sont en vacances, etc. Et donc, concevoir un système hospitalier basé exactement sur une justification du nombre de lits n'a pas de sens en termes organisationnels. Nos hôpitaux s'adaptent en permanence au volume de soins qu'ils doivent donner. Il y a certaines périodes où on ferme, certaines périodes où on a augmenté la capacité, et donc il y a une variabilité totale d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, à laquelle nous devons faire face. Qu'en est-il du futur? Comment est-ce que notre besoin d'absorption de pathologies, de patients va évoluer? Quels sont les paramètres qui vont influencer cette évolution? Eh bien, il y en a essentiellement 3 que nous avons identifiés.
Tout d'abord, l'évolution de la durée moyenne de séjour dans les prochaines années. Est-ce qu'on va continuer à avoir une diminution, comme on l'a connu ces dernières années, de la durée moyenne de séjour par pathologie? Quel est l'avenir sur le plan démographique? On en a déjà parlé, mais je vais y revenir quelques instants. Et un des défis fondamentaux de notre société dans les années futures, c'est quelle sera l'ampleur des maladies chroniques dans ces prochaines années. Attardons-nous quelques instants tout d'abord sur l'évolution de la durée moyenne de séjour dans les prochaines années. Si on regarde ce que nous donnent les données belges en la matière, nous apercevons que, d'une part, la durée moyenne de séjour est d'autant plus élevée que le patient est âgé. Vous voyez que par groupe de population, entre les 0,64 ans, les 65-79 ans et les 80 ans et plus, cette durée moyenne de séjour augmente à chaque fois. Et évidemment, cette différence en matière de durée moyenne de séjour est interpellante si l'on observe que la proportion de séjours des patients âgés de plus de 80 ans et plus, à elle, en 10 ans, entre 2002 et 2012, a augmenté de 12,36% jusqu'à plus de 16%. Par ailleurs, si on regarde un certain nombre de pathologies, mais on pourrait multiplier les exemples, bien effectivement, on constate globalement en Belgique un trend à une certaine diminution de la durée de séjour. Et vous avez ici 4 pathologies, 4 groupes homogènes de pathologies qui ont été signalés. Entre 2002 et 2012 toujours, plus de 3/4 des APR-DRG ont vu leur durée moyenne de séjour diminuer, mais dans des proportions variables, comme vous pouvez le constater. Et 17,75% des APR-DRG sont concernés par une diminution de la durée moyenne de séjour qui est supérieure à 25%. Donc effectivement, il y a un trend constant, naturel, à la diminution de la durée moyenne de séjour. Toutefois, à un moment donné, il y a une limite inférieure qu'on ne sait pas dépasser. Moins d'une journée à l'hôpital, ce qu'on considère comme étant le one day, il n'y a pas. Alors que c'est ambulatoire, on n'est plus dans le secteur hospitalier. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer à tracer un trend tout à fait linéaire. Il y a un tassement de la courbe qui se crée vers le bas et qui fait qu'il y a un plancher en dessous duquel on ne va pas pouvoir diminuer davantage la durée moyenne de séjour. Ce n'est pas un phénomène isolé, bien entendu. On constate cette baisse naturelle depuis le début du millénaire dans la majorité des pays de l'OCDE. Et l'OCDE constate qu'une diminution accrue de la durée moyenne de séjour peut être observée lorsqu'un système de soins de santé évolue en respectant ou en intégrant un certain nombre d'éléments. Et les éléments que l'OCDE met en évidence, ce sont les suivants, le développement d'actes chirurgicaux moins invasifs, la mise en place de programmes de sortie précoce, la promotion de services de soins de proximité, l'amélioration de la coordination des soins tout au long du parcours des patients. Et donc, là où je rejoins effectivement Jean Hermès, c'est que nous avons besoin de sortir des silos traditionnels dans lesquels nous évoluons pour avoir davantage de transversalité dans le continuum des soins de nos patients. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous pourrons continuer à faire baisser la durée moyenne de séjour, c'est en assurant une meilleure coordination des soins en aval et en amont de l'hospitalisation. Malheureusement, la réalité institutionnelle, la complexité de notre système des soins de santé, avec des modes de financement qui sont très différents d'un secteur à l'autre, rend cette transversalité aujourd'hui encore extrêmement difficile et je pense que c'est là que se situe un des principaux défis pour les prochaines années. Par ailleurs, la durée de séjour n'est pas compressible à l'infini, je l'ai dit, et se heurte, en termes économiques, à un certain nombre de points de rupture. Sur le plan financier, un séjour plus court est généralement plus coûteux par journée d'hospitalisation. Il exige une intensité de service plus élevée, qui n'est pas nécessairement généralisable dans tous les services, dans tous les cas, dans toutes les pathologies. Donc il y a là une modification aussi du fonctionnement interne des hôpitaux qu'il faut en déduire. Sur le plan médico-technique, les mesures de réduction de la durée de séjour ne s'appliquent pas aux patients qui nécessitent une surveillance prolongée ou dont l'admission n'a pas été programmée. Ça a été démontré par un certain nombre d'auteurs. Par ailleurs, et l'OCDE elle-même, qu'on ne peut pas taxer de socialisante à outrance, constate que sur le plan éthique, un séjour trop court peut nuire au confort et au bon rétablissement du patient, augmentant par là même le risque de réadmission
et on a déjà aujourd'hui quelques exemples de séjours trop courts qui emmènent une série de complications. Enfin, sur un plan peut-être plus sociologique, sur le plan humain, un séjour jugé trop court peut dans certains cas être source de mal-être, d'insatisfaction chez le patient, avec le risque d'altérer sa volonté et son niveau d'investissement dans son processus de soins. La deuxième question sur laquelle on peut se pencher, c'est l'évolution démographique. Mais ça, on a déjà parlé. Si on regarde les statistiques proposées par le Bureau du Plan, en 2040, notre pays pourrait compter plus de 1,2 million d'habitants en plus qu'en 2015. En 2040, c'est demain. C'est 10% de population supplémentaire. En 2060, ce gain monterait même à 1 900 000 habitants supplémentaires, soit près de 17% de population supplémentaire. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut raccourcir la durée de séjour au maximum, etc. Il y a malgré tout un effet population, et ces habitants vont devoir, malheureusement pour eux, être hospitalisés à un moment donné. Statistiquement, c'est inévitable. Et donc, nécessairement, il y a là un besoin, un paramètre de nombre qu'il faut prendre en compte quand on veut évaluer nos perspectives en matière de besoins de lits hospitaliers. Par ailleurs, cette population vieillit. On l'a montré, je ne vais pas m'attarder outre mesure sur les chiffres. En 2060, notre pays compterait plus de 3,2 millions de seniors, soit une augmentation de près de 60% par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est évidemment gigantesque, mais nous pensons que la seule réponse à ce défi du vieillissement ne se situe pas exclusivement dans le développement de soins chroniques et de structures d'accueil pour personnes âgées. Ces patients âgés vont être en bonne santé plus longtemps, mais vont nécessiter eux aussi des épisodes d'hospitalisation aiguë à certains moments, avec des allers-retours entre les structures d'accueil alternatives ou le domicile et le milieu hospitalier. Donc, il y a là aussi un élément à prendre en considération. Le vieillissement va en s'accentuant, en s'accélérant. Le nombre d'individus de plus de 80 ans en 2040 va augmenter de plus de 400 000 unités. En 2060, cette augmentation se porterait à 675 000 unités, soit 111% de plus qu'en 2015. Donc là, vraiment, cet effet massif du vieillissement dont on parlait tout à l'heure, on va l'avoir assez rapidement, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce sera vraiment un des défis majeurs auxquels nous devrons faire face. Présenté différemment, vous voyez ici un petit peu l'évolution de notre société entre les 0-17 ans, les 18-44 ans, les 45-64 ans et les classes d'âge supérieures, 65-70 et 80 ans et plus. Vous voyez évidemment que cette proportion a tendance à se modifier assez significativement et elle va également s'accélérant au fil du temps. Troisième question, quelle sera réellement l'ampleur des maladies chroniques dans le futur ? L'OMS définit les maladies chroniques comme des problèmes de santé de longue durée qui évoluent lentement au cours de la vie, et certaines pathologies qu'aujourd'hui on considère comme aiguës deviennent chroniques avec l'évolution des traitements, que ce soit des traitements de type médicaux, chirurgicaux ou médicamenteux, on l'a vu avec le cancer notamment. Et donc ces maladies chroniques vont nécessiter des soins à long terme et de plus en plus longs au fur et à mesure que la durée de vie des populations s'accroît, et vont évidemment présenter un coût important pour les systèmes de soins de santé en Belgique comme ailleurs. Les maladies chroniques progressent pour plusieurs raisons. Le nombre d'individus souffrant d'une maladie chronique augmente avec le vieillissement, je viens de le dire. Les progrès de la médecine rallongent l'espérance de vie de porteurs autrefois condamnés, et les changements de notre milieu et notre mode de vie impactent de plus en plus notre santé. C'est ainsi qu'on prévoit que le nombre de nouveaux cas de cancer pourrait augmenter de 70% au niveau mondial dans les 20 prochaines années. En 2030, la proportion d'hommes et de femmes belges en surpoids pourrait s'élever respectivement à 46 et 89%, parallèlement à l'obésité, elle aussi en hausse. Le nombre de Belges souffrant de diabète pourrait doubler d'ici 2030. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le diabète touche de plus en plus de jeunes personnes, de plus en plus tôt. Et par ailleurs, le vieillissement de la population suggérerait une augmentation continue du nombre de patients belges souffrant de maladies cardiovasculaires, en ce y compris l'infarctus du myocarde et les AVC.
De même, on peut faire le même constat pour d'autres maladies liées à l'âge, comme la BPCO, la démence ou encore l'insuffisance rénale chronique, dont on constate une augmentation continue du nombre de patients touchés. Et donc on ne peut pas prendre sérieusement en compte la question du nombre de lits dans nos hôpitaux sans prendre en compte les changements à venir pour notre population, tant au niveau démographique que sanitaire. Les questions qu'on doit se poser sont: jusqu'à quel point sera-t-il possible et raisonnable de réduire la durée moyenne de séjour sans connaître d'effets induits néfastes à la santé des populations? Sommes-nous prêts? C'est un vrai défi à prendre en charge décemment une population de plus en plus âgée dont les besoins cliniques pourraient représenter un poids considérable. Et sommes-nous enfin vraiment conscients de l'effort qu'il va s'agir de fournir à court terme pour lutter contre les maladies chroniques? Nous pensons qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ces différents défis et par rapport à l'évolution des structures hospitalières. Quel sens aurait-il en effet à fermer aujourd'hui des lits pour devoir en reconstruire des nouveaux dans 10 ans pour faire face à ces défis? Par ailleurs, j'entends bien les discours qui disent qu'il faut réallouer des moyens de l'hôpital vers d'autres types d'hébergements ou d'autres types de structures. La question que je me pose, c'est: de quels moyens parle-t-on? Aujourd'hui, un lit non justifié est un lit qui n'est pas financé. Ça ne coûte donc rien aux autorités si on accepte le coût de l'infrastructure. Nous savons que nos hôpitaux, si on regarde les statistiques de l'étude MAHA, ont un âge moyen de grosso modo 50%. Donc, la moitié est neuf, la moitié est totalement amortie. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas dans des situations où on a un parc totalement neuf qui coûte encore très cher aux autorités publiques et qui serait inutilisé. Nous sommes dans une situation où on est plutôt proche d'une stabilisation du vieillissement, mais avec des hôpitaux qui sont encore extrêmement âgés et donc totalement amortis. Donc de quels moyens parle-t-on quand on veut réallouer? Je me pose toujours cette question, et surtout qu'est-ce qu'on va faire des patients qui séjournent aujourd'hui dans des lits non justifiés? Est-ce qu'on va les mettre à la rue directement? Je ne sais pas quelle est la réponse à cette question. Et je pense que ce constat, il est partagé par les gestionnaires hospitaliers. Une récente étude du spécialiste et de Healthcare Executive, qui est parue la semaine dernière, montre que sur les hôpitaux qui ont été sondés dans les deux parties du pays, eh bien, un petit peu moins de la moitié des gestionnaires hospitaliers prévoient aujourd'hui une stagnation de l'évolution de leur nombre de lits, ce qui nous semble être aujourd'hui une position prudente pour faire face aux défis qui s'annoncent dans le futur. Je vous remercie de votre attention.